Donc bienvenue sur Nutri Podcast, épisode 21. Aujourd'hui donc on va parler d'une structure spécialisée donc dans l'alimentation donc à IGBA, que tu dois connaître si tu es parisien, si tu es pas parisien aussi, parce que la responsable Alice qui a créé donc le business il y a quelques années, 4-5 ans, a écrit un livre et donc s'est bien fait connaître par rapport à ça. Donc elle a créé donc 2 pâtisseries où on a bien sûr de la pâtisserie, de la chocolaterie, enfin du chocolat et des biscuits. Et donc c'est plus pour les personnes qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent, un peu comme nous, tous ceux qui écoutent le podcast. Différent, je le dis dans le podcast un peu différemment, mais on utilise une bonne partie donc des mêmes éléments et on a entre parenthèses un ennemi commun qui est la farine et le sucre raffiné. Donc voilà. Donc je te dis à tout de suite avec donc le responsable des Belles Envies, donc Eric Bernardino. À tout de suite. Salut Eric, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Très heureux de t'avoir sur le podcast. Donc on va parler donc des Belles Envies, de la structure. Enfin pas, on va plutôt parler en fin de compte de ce que vous faites et de l'indice glycémique. Donc je te laisse te présenter et te présenter aussi donc la structure. Super. Donc je me présente, je m'appelle Eric, donc je travaille aux Belles Envies depuis maintenant 5 ans, donc depuis l'ouverture des Belles Envies. Et les Belles Envies, c'est une pâtisserie, chocolaterie, biscuiterie qui fabrique tout en interne. Donc voilà, on a 2 laboratoires de fabrication. Et les Belles Envies, l'objectif, c'est vraiment de rendre la gourmandise accessible à tous, dont les personnes qui ont des problèmes avec le sucre, donc les personnes par exemple diabétiques, les personnes qui font beaucoup de sport, les personnes qui veulent réduire leur taux de sucre au quotidien, voilà. Donc nous on s'adresse à toutes ces personnes-là. On n'a pas de cible particulière, on dit pas, on n'aime pas trop dire c'est la pâtisserie pour les diabétiques parce qu'aujourd'hui je pense que le sucre ça touche tout le monde, mais vraiment l'objectif voilà, c'est de rendre accessible à tous des gourmandises, que ça soit des pâtisseries, du chocolat ou des biscuits. Très belle présentation. Donc si je ne me trompe pas, donc ça a été créé par Alexia, c'est ça? Alors ça a été créé par Alix Bornon, qui est, voilà, qui est la fondatrice, encore. il n'y a pas de souci, qui est la fondatrice des Belles Envies. Donc Alix Bornon est diabétique de type 1, donc la première forme de diabète. Oui. Et du coup, voilà, elle aimait tout ce qui était sucré. Malheureusement, elle est tombée diabétique quand elle était adolescente. Et de par son expérience personnelle, elle s'est dit, voilà, en devenant un peu une entrepreneuse, elle s'est dit comment je pourrais réinventer un peu la pâtisserie traditionnelle qu'on a aujourd'hui, qui est quand même plein de sucre, plein de farine blanche, plein de sucre blanc. Comment la réinventer pour la rendre accessible à tous, dont les personnes qui sont diabétiques comme elle. Surtout que là on parle, donc je crois que je me trompe pas, donc j'ai encore peut-être me tromper, mais c'est pas grave. Elle était une diabétique très tôt, elle avait 11 ans ou 13 ans, je me trompe pas. Donc c'est ça, elle avait 13 ans, ouais. Quand on est jeune, donc pâtisserie, chocolat et biscuits, donc arrêter c'est très compliqué. Donc très bonne solution. Et c'est vrai que nous sur le podcast, on parle plutôt donc, je vais le dire dans l'intro, mais d'alimentation cétogène, low carb, et donc on est donc déjà habitué à savoir qu'il faut limiter le sucre. Mais c'est vrai que moi j'ai connu en fin de compte les Belles Envies parce que il y avait l'anniversaire de mon fils. Moi en général je fais mes gâteaux sans sucre, je mets de l'érythritol ou de la stevia, mais là j'avais pas envie. Lui il est petit et en général il y a pas de problème. Les plus grands ont du mal. Quand je fais certains gâteaux, des fois ils me disent ah non il y a pas assez de sucre. Enfin, voilà, parenthèse. Ouais. Je me suis dit mais tant qu'à faire je vais aller commander. Ça va être plus simple. Je vais prendre un gros gâteau et bon j'ai pas pu le faire. Je dirais pas pourquoi, il y a raison à part, parce que je suis un peu loin de Paris, et puis bon, je pense que j'ai vu dans les commentaires qu'il y a plein de gens qui se plaignent, ils vous attendent à Marseille, à Lyon, à Nantes, donc, ouais. Parenthèse. Pourtant, je suis pas très loin, je suis à 40 km, mais j'ai pas pu le faire. Donc, comment est venue l'idée? Pourquoi donc, même si tu m'as dit qu'il y a pas de cible, bon, on a bien compris que c'est des personnes qui veulent manger moins de sucre, donc ça, je pense que tout le monde devrait le faire, mais bon, ça c'est encore une parenthèse. Comment est venue l'idée? Comment vous avez pu travailler les premiers produits? Comme toi, tu étais là au départ, comment est venue donc la réaction par rapport aux gens au tout début? Alors, en fait, nous, au tout début, comment ça s'est passé? Alix, qui est vraiment à l'initiative du projet, quand elle a eu cette idée, en fait, elle l'a eu par aussi le biais de son diabétologue qui la suivait. Et son diabétologue, en fait, ils ont commencé à en discuter tous les deux. Il y avait une autre pâtisserie à Paris à l'époque qui n'existe plus, qui s'appelait Eugène, et qui faisait aussi de la pâtisserie à index glycémique bas, avec une démarche un peu différente de la nôtre. Et du coup, l'idée lui est venue de par son expérience personnelle et de la discussion avec le diabétologue. Par la suite, elle a trouvé un chef avec qui s'associer. Et en fait, les Belles Envies, avant d'être lancées 3 rue Monge dans le 5e, il y a eu vraiment une phase de recherche et développement qui a duré quasiment 6 mois à 1 an, où en fait,
tous les trois, ils ont testé, donc le diabétologue Alix et le chef pâtissier, ils ont testé des ingrédients, des nouveaux ingrédients, des nouveaux sucres, des nouvelles farines. Et ils ont commencé à faire des tests dans leur petite cuisine chez eux. Et de là est née une gamme de gâteaux, à peu près 7-8 gâteaux au début, qu'on a commencé à lancer du coup en février 2016 quand les Belles Envies ont ouvert. Donc, et la réaction des gens au début était un peu. C'est vrai qu'il y avait quasiment personne à Paris qui faisait ça, donc il faut se faire une place. C'est beaucoup de pédagogie, beaucoup d'explications auprès des clients. Il faut prendre le temps d'échanger avec les clients. On vend vraiment pas une pâtisserie ou un chocolat de la même manière. Il faut expliquer parce que c'est vrai que ça peut faire peur. Le mot index glycémique bas, c'est quand même un mot un peu barbare et médical. Et donc, du coup, il faut bien l'expliquer. Et souvent, les gens, une fois qu'on prend le temps de leur expliquer, ils comprennent tout à fait la démarche et ils ont envie d'essayer au moins. Bien expliqué. Avant ça, on va quand même, même si on est sur un podcast sur l'alimentation et sur tout ce qui est perte de poids et du diabétique, parce que comme je l'ai dit en off, mais je l'ai dit souvent à mon audience, la moitié de ma famille, du côté de mon père, est diabétique. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast et qu'on a créé des produits qu'on vend qui sont liés au même système que toi, en fait, qu'on s'est lié aux fibres, à la farine de coco, enfin, tous les éléments qu'on devrait utiliser, mais qu'on n'utilise pas assez malheureusement. Donc, c'est un peu de démocratiser. Juste expliquer en fin de compte l'IGC, parce que peut-être certains ne connaissent pas. Ouais, alors l'IGC, en fait, c'est vraiment notre marque de fabrique. Donc IGC, ça veut dire index glycémique contrôlé. Donc c'est un label qu'on a déposé. Et en fait, ce label, il s'inscrit parce que on teste chaque produit avant qu'il soit commercialisé en boutique. Donc d'où le travail de recherche et développement qui est très long aux Belles Envies. C'est-à-dire que quand on va sortir une nouvelle recette, donc Anna, notre chef pâtissière aujourd'hui, travaille sur des recettes quasiment quotidiennement. Et en fait, une fois par semaine, on a, donc c'est la particularité et c'est ce qui fait aussi notre crédibilité, c'est qu'on a un groupe de testeurs, testeuses qui viennent tester en fait la pâtisserie et évaluer en fait l'index glycémique. Donc c'est un process, on va dire médical, hein, faut le dire, où elles vont voilà manger une portion bien particulière d'un produit qui est calculé en fonction du nombre des valeurs nutritionnelles. Elles vont ingérer cette portion le matin à jeun et on va évaluer en fait l'évolution de la glycémie. Elles vont se piquer au bout du doigt, elles vont prendre leur glycémie toutes les demi-heures pendant 2 heures. Et en fait, derrière, on envoie ces résultats à notre diabétologue, parce que c'est vraiment notre caution scientifique, c'est le diabétologue, qui fait le calcul, qui évalue l'index glycémique moyen. Et nous, notre objectif vraiment pour qu'on puisse déposer le label IGC, c'est d'être en dessous de 30 en index glycémique. Donc, ce qui est vraiment super bas. Et donc, une fois qu'on est en dessous de 30, que le produit a passé le test, on lance la commercialisation en boutique. Voilà. D'accord. Et donc, les retours que vous avez eus donc, par rapport à... Parce qu'il y a, je pense, plusieurs sortes de gâteaux, de friandises et de chocolat. Quels ont été les retours de ceux qui sont diabétiques ou même sportifs? Quels ont été les retours? Alors nous, honnêtement, on a plutôt des très bons retours. Dans l'ensemble, les gens, alors on a toujours les clients qui vont avoir un bec très sucré et qui vont venir chez nous et qui vont trouver que c'est un peu moins sucré ou voire pas assez sucré. Mais c'est vrai qu'on leur explique que nous, bah, c'est notre démarche aussi, hein, c'est d'utiliser moins de sucre. Après, je pense qu'on va en venir après, mais sur les matières premières qu'on utilise, c'est vrai que ça apporte quand même un goût sucré. Nous, l'objectif aussi des Belles Envies, c'est de ne pas non plus perdre le côté gourmand de la pâtisserie. On ne veut pas être du 100, 100, 100, 100 et derrière ne plus avoir vraiment ce côté gourmand quand on vient acheter une pâtisserie. C'est pour ça que nos clients sont quand même très variés, mais dans l'ensemble, on a un bon retour de nos clients. Après, en termes de vraiment glycémie, on n'a quasiment jamais eu de retour de diabétiques qui viennent nous voir et qui nous disent ma glycémie elle a augmenté. Ou alors quand ça arrive, bah, je leur explique aussi que la glycémie c'est tellement compliqué que ça dépend aussi quand est-ce que vous mangez votre pâtisserie, si vous la mangez en plein milieu d'après-midi ou si vous la mangez en fin de repas, bah, l'index glycémique ne sera pas le même, ça n'aura pas le même impact sur votre taux de sucre. Donc j'essaie d'expliquer la fatigue, les humeurs, ça peut jouer sur la glycémie. Donc parfois il n'y a pas de raison. Moi je sais qu'Alix m'expliquait souvent que sa glycémie parfois montait sans aucune raison, elle n'avait pas mangé quoi que ce soit et la glycémie montait. Donc c'est vrai que c'est une valeur qui est assez compliquée à comprendre, la glycémie. Mais voilà, je leur explique que c'est pas forcément dû à la pâtisserie et que ça peut être autre chose. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, on n'a pas de problème. Mais de toute façon, on est assez sûr de nous dans le sens où on teste vraiment sur un panel de 7 à 8 personnes chaque produit à chaque fois pour être sûr que ce qu'on vend en boutique a un index glycémique contrôlé.
Surtout, dans tous les cas, dans votre équipe, il y a un diabétologue et des gens qui testent. Donc oui, comme tu dis, il n'y a pas de, il y a Exactement, pas de ouais, c'est risque. ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et surtout que votre leitmotiv ou votre... non, c'est pas le leitmotiv, c'est votre tagline, on va dire, j'ai oublié le terme en français, c'est oublier les sucres et pas vos envies. Donc on oublie le C'est ça. sucre, mais Mm. voilà, c'est vraiment... en plus, tu as bien dit le terme, c'est pour les gourmands. Donc, parce que c'est vrai C'est que ça, moi, exact. moi et certaines personnes qui écoutent mon audience, on est pour certains extrémistes. Et moi, manger du chocolat 100%, ça me dérange pas. Et faire des efforts, ça me dérange pas. Mais malheureusement, c'est pas toute la population. Et Ouais, moi qui ai essayé de motiver certains autour de moi qui ont ces maladies-là, ne veulent pas faire les efforts. Donc voilà, au moins l'avantage, c'est pour ça que je suis content de t'avoir là et donc de parler donc, des belles envies. C'est que certains n'iront jamais aussi loin, n'ont pas la discipline pour, ne veulent pas le faire et veulent garder en fin de compte quelque chose qui se rapproche, vraiment proche. Comme moi je fais mon pain, ben mon pain c'est mon pain, il ressemble pas à la baguette, mais même si je crois qu'on va aussi parler de votre pain, il y a un pain qui est sorti il y a un an, mm. j'ai toujours pas goûté donc il faudra en parler. Donc voilà. Donc oui, donc on reste toujours pour les gourmands, les gens qui veulent pas, qui savent qu'ils vont peut-être ne feront pas les efforts, mais qui comme toujours continuent à se faire plaisir et pas aller dans une boulangerie classique, mais venir avoir un produit moins sucré. C'est ça. En fait, c'est l'entre-deux, si tu veux. C'est le complément entre la gourmandise. En même temps, je fais un peu attention. Et en même temps, on veut que les gens goûtent, au moins, pour se faire un avis, se fassent une idée. Donc, on leur dit souvent goûtez, vous verrez ce que vous en pensez. Et tant qu'à faire, autant manger une pâtisserie. Si elle est bonne et qu'en plus, elle a un index glycémique bas, bah, c'est tout bénef, quoi. Donc pour avancer sur ce que tu disais, les ingrédients, donc, qu'est-ce que vous utilisez en général? Qu'est-ce qui fait que ça fait, vous arrivez à rester un indice assez bas et que ça reste aussi toujours gourmand, on va dire, et aussi avec un test, enfin un goût toujours aussi proche donc de ce que les gens mangent. Alors nous, en fait, on utilise donc principalement, bah, déjà ce qu'on bannit totalement de notre production, c'est tout ce qui est bah, sucre blanc et farine blanche. Tout ce qui est raffiné, en fait, tout ce qui est matière première raffinée, nous, on l'a supprimé totalement de nos produits. Et en remplacement, on va utiliser donc des farines qui contiennent plus de fibres, parce que qu'est-ce qui joue sur l'indice glycémique? C'est bien évidemment le sucre en général, mais c'est Tout à fait. aussi la fibre et tout ce qui est matière grasse. Donc nous, on va essayer de travailler principalement sur des farines qui sont plus fibrées, donc comme de la farine de lupin. On va travailler sur Magnifique. de la farine de blé, mais de la T80 au lieu de la T50 blanche, quoi. Et on n'utilise pas de farine. Souvent, on nous pose la question pourquoi vous n'utilisez pas de la farine complète? C'est vrai que la farine complète, elle nous apporterait beaucoup de fibres, mais à travailler sur des recettes, c'est quand même compliqué parce que c'est quand même des gâteaux qui deviennent très lourds en bouche et en termes de goût, nous, on a préféré avoir le compromis, donc mix farine de lupin et farine semi-complète de blé. Et l'association des deux vraiment nous permet de faire des biscuits, des pâtes sablées, des choses comme ça, qui sont relativement fibrées et qui baissent l'index glycémique. Puisqu'en fait, la fibre, il faut l'imaginer comme un filtre un peu, qui va venir filtrer en fait l'absorption du sucre. Donc plus vous mangez fibré, plus l'index glycémique sera bas, forcément. Et en complément des farines, du coup, lupin et semi-complète, on va utiliser, nous, du sucre de fleur de coco. Donc, le Oui. sucre de fleur de coco a un index glycémique environ de 35 à peu près. Donc, c'est un sucre qui est très intéressant. Il est non raffiné. En contrepartie, il apporte quand même un goût un peu caramélisé, donc il faut l'utiliser quand même avec parcimonie. Mais il a un petit goût caramélisé qui peut aussi être intéressant. La couleur est brune, donc comme un sucre un peu de canne. Donc, c'est pas toujours évident quand on fait des crèmes ou autres. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser aussi un autre sucre qui s'appelle le maltitol. Donc le maltitol, c'est un sucre, un édulcorant naturel qui est issu du malt, des céréales principalement, comme l'érythritol, le xylitol, ce type de sucre. Et ça, on va l'utiliser aussi principalement dans les crèmes, dans les ganaches, dans les choses comme ça, puisqu'il a une couleur blanche. Donc en fait, il apporte un pouvoir sucrant. Il a un index glycémique qui est proche de zéro, puisqu'il fait partie des polyols, de la catégorie des polyols. Et du coup, il est très facile à travailler, donc pour le coup, il est super intéressant. Bon, moi, je Voilà. connaissais tous ces termes-là, comme je pense une bonne partie de l'audience, donc je suis content que tu aies parlé d'érythritol, parce qu'en général, c'est ce qu'on utilise, ou le stevia, les autres un peu moins, mais bon, comme j'ai dit, on sait très bien, j'ai fait ce spot calé le début pour montrer que tu es entre l'alimentation classique, nous, entre parenthèses, qui vont à 100% et qui, donc en plein milieu, euh, mais je suis étonné en fin de compte que tu as parlé de farine de lupin, des différentes farines. Est-ce que vous faites aussi de la farine de coco, de la farine d'amande, ce type de farine, ou c'est peut-être trop Ouais. compliqué à travailler, ça passe pas avec les mélanges que vous faites? Non, non, en complément, on va utiliser, c'est vrai, beaucoup de farine de.
Alors beaucoup, surtout de la poudre d'amande, beaucoup, parce que c'est vrai que tout ce qui est fruits secs, ça réduit énormément aussi. Enfin, c'est des choses qui ont des bonnes matières grasses et du coup qui réduisent aussi l'impact sur la glycémie, parce que le gras aussi réduit l'index glycémique. Donc on va Mhm. utiliser aussi beaucoup de poudre d'amande, beaucoup de noisettes, beaucoup D'accord. de pécan, de noix de macadamia, ce genre de choses. Ça, c'est vrai que dans nos recettes, on en utilise pas mal. Euh, et après, en farine, on va utiliser. Alors, si, on a utilisé par exemple de la farine de coco à un moment donné. Oui, Mais c'est vrai que c'est une farine qui est aussi pas évidente à travailler, mais dans certaines recettes, ça marche très bien. tout à Là, fait. par exemple, à Noël, on va faire une bûche de Noël coco citron. Et elle va être totalement sans lactose et sans gluten. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qu'on va forcément, c'est pas notre fer de lance. On va pas se dire quand on crée une recette, tiens, il faut absolument qu'elle soit sans gluten. Et c'est vrai que notre chef pâtissière est très sensible à ça. Et donc, quand elle voit que la recette s'y prête, elle n'hésite pas à rajouter un sans lactose ou sans gluten. Et là, surtout sur une offre de Noël, on s'est dit que ça allait être une super idée. Ça allait toucher encore plus de gens, des gens qui font attention au lait, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui font attention au lait, beaucoup de personnes qui font attention au gluten. Donc là, du coup, on a une offre différente. On aura une bûche au chocolat qui sera classique et une bûche coco citron avec de l'huile de coco, vraiment coco râpé. Je ne sais pas s'il y a de la farine de coco, j'ai un doute, mais vraiment sans gluten et sans lactose. Voilà. Bon, ce qu'il faudra faire, faut compte pour, parce que vous restez quand même un commerce, c'est que tous ceux qui écoutent, quand l'épisode sortira, il faudra aller se ruer sur la bûche Noël de coco, et Ouais. comme ça, au moins, vous allez la garder et ça va rester. Euh, donc, je suis un peu aussi étonné par donc, les farines T80 et T50. Je sais qu'il y a plein de termes, parce que moi aussi, moi je cuisine, mais ma femme cuisine beaucoup, donc plutôt dans Mhm. l'alimentation classique, et souvent il faut des farines différentes. C'est quoi l'importance ou l'intérêt de la T80 et T50 pour ma curiosité? Alors, alors nous, T80, on utilise la T80, c'est la semi-complète. Bah, c'est un bon compromis. Elle est fibrée, donc nous, ça va totalement dans notre optique de réduire l'index glycémique. Elle nous aide en fait à réduire l'index glycémique de nos pâtisseries. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur la T80, qui est un bon compromis parce qu'elle se travaille plutôt bien, elle n'est pas trop dure à travailler, et vraiment en complément de la farine de lupin, qui elle, pour le coup, la farine de lupin a un goût quand même très particulier, très amer. C'est une farine qui est jaune et qui est quand même assez amère, mais c'est une des farines qui a un index glycémique le plus bas. C'est pour ça que nous, on la combine avec la T80. Et l'avantage des deux, c'est que comme elles contiennent énormément de fibres, et ben voilà, elles réduisent l'index glycémique. Ça combiné Farine avec... Lupin que j'utilise beaucoup, mais bizarrement, parce que je l'ai appris en travaillant, donc depuis, mettons 3 ans que je suis cétogène, la farine de lupin est très allergène, bizarrement. Vous n'avez Ouais, pas eu de problème par bah, rapport à ça? ouais, alors pour le coup, oui, ça c'est sûr que le lupin, c'est un allergène, ça fait partie de la liste des 14 allergènes. Donc, bah, nous, on le stipule à chaque fois. Et honnêtement, j'ai pas trop eu depuis que je travaille ici, j'ai pas trop eu de clients à qui ça a vraiment dérangé en me disant, ah, vous avez de la farine de lupin, moi je suis allergique. J'ai pas trop eu de problème, j'avoue que, mais c'est vrai que c'est un allergène, il faut le prendre en compte et ça c'est important, ouais, c'est que c'est un allergène. D'accord. Donc après, donc est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai oubliées en termes d'aliments, enfin de matières que vous proposez, pas surtout par rapport au chocolat, parce que ça, chez le chocolat, ça c'est le truc compliqué à arrêter. Est-ce Ouais. que vous avez un chocolat spécifique? Est-ce que j'ai vu une vidéo et ça, il faut que je me motive à venir prendre parce que j'ai voulu moi faire ma propre mes propres pâtes, parce qu'en général, comme beaucoup de gens cétogènes ou même anciens véganes, on prend les pâtes d'arachide, donc beurre Ah, cacahuète, beurre d'amande et ouais. autres. Et j'ai tenté de vouloir faire ma copie du Nutella et je l'ai raté. Bon, j'ai pas insisté. Et j'ai vu que vous avez une pâte, j'ai vu sur une vidéo Pâte sur noisette, YouTube. ouais. Ouais, Voilà ouais, ce qui on a une paraît. pâte. Et donc, est-ce que voilà, il y a des choses qui sont vraiment propres à vous. Enfin, tout est propre à vous, mais est-ce que ce type de choses qui sont à grande consommation, c'est quoi la recette, c'est quoi le secret? Alors le secret, c'est qu'on travaille avec Valrhona. Avec Valrhona, qui, bon, pour tout ce qui est chocolat, c'est pas nous hein, qui produisons notre chocolat. On travaille avec D'accord. Valrhona. On transforme le chocolat. Donc on reçoit le chocolat brut et on fait toute la transformation pour faire des pralinés, pour faire des pâtes à tartiner, des tablettes, des ganaches. Enfin voilà, on a notre atelier de chocolaterie qui est dans la première boutique, 3 rue Monge, dans le cinquième. Et donc Valrhona, en fait, nous a fait une recette sur mesure, donc une recette qu'ils font particulièrement pour nous, où dedans en fait c'est de la fève de cacao principalement, et il va y avoir en fait du maltitol parce que le sucre de coco aujourd'hui ça ne fonctionne pas très bien avec le chocolat, ou du moins ça ne nous amènerait pas un index glycémique aussi bas.
Donc c'est un chocolat en fait au maltitol qui est travaillé par Valrhona et qui nous fabrique pour nous, voilà, et que nous on transforme derrière. D'accord. Parce que chaque fois tu dis maltitol, mais c'est précisément c'est plutôt xylitol, c'est plutôt il y a une Non, préférence. non, c'est vraiment maltitol. Nous, on utilise le maltitol en particulier. On a essayé hein, avec d'autres sucres. Après, maltitol, c'est un des sucres qu'on utilise, mais je sais qu'Anna utilise pas mal aussi de sirop d'agave. Elle utilise le sucre des fruits aussi naturel, ça apporte aussi du sucre. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on fait des choses aux fruits, des tartelettes aux fruits ou autres. Il faut aussi prendre en compte cette partie glucide apportée par les fruits. Mais on essaie de sucrer naturellement. Et donc, ouais, sirop d'agave aussi. Stevia, on n'a pas encore essayé, mais c'est vrai que la stevia, je sais que maintenant ils font de la stevia, je crois, qui est un peu, enfin, qui a moins de goût qu'avant, parce que la stevia qu'on connaissait, elle avait quand même un goût un peu anisé en bouche. Et Bah c'est vrai souvent il que faut dans la mixer, ce qui est même à la mode maintenant, ils appellent ça même érythrite, je crois. Ils font 50% d'érythritol et 50% de ouais, stevia, ils mélangent, enfin il y a plein de mélanges qui se font. Donc mm. et Bah, tous après, les jours, nous, quand après, je sais pas si c'est un côté, parce qu'on n'est pas là pour parler business, que business, on va dire. C'est que aussi, peut-être l'inconvénient, c'est que ces choses-là coûtent cher. Et donc, le stevia, il coûte cher au kilo. Alors, l'érythritol, c'est pareil. Donc, après, il faut peut-être que ce soit rentable, même si c'était la question qui allait venir après. Vous êtes placé dans des secteurs assez huppés. Ça tombe bien, en fait, tu vas me faire rebondir sur la question. Et même moi qui mange cétogène, souvent on me dit bah non mais c'est bien mais c'est trop cher parce qu'il faut acheter du saumon de qualité, il faut acheter comme quand on veut bien faire attention, faut payer des éléments chers, de l'avocat, enfin certaines choses qui sont assez chères. Est-ce que vous êtes obligé donc dans votre esprit de vous dire qu'il faut tenter de cibler une clientèle haut de gamme, être placé dans un secteur haut de gamme et est-ce qu'il y a une stratégie de rester comme ça parce que c'est la clientèle qui est peut-être faite pour ça ou au moment de faire des produits peut-être bas de gamme, pas bas de gamme mais plutôt facile d'entrée, même si j'ai vu qu'il y a des biscuits à 3 euros, enfin, certes, je suis pas cher, mais bon, est-ce qu'il est possible, est-ce que ça peut aller ensemble, on va dire? Est-ce que ouais. vous, Alors, oui, c'est un point qui est super important et c'est vrai qui est pas évident. Le positionnement est compliqué parce que nous, on cherche à toucher pour le coup. Alors on est une pâtisserie haut de gamme, c'est clair. Quand on voit quand on voit les prix qu'on pratique et même le service qu'on essaye de donner, on est dans du haut de gamme. On essaye toujours de se positionner quand même, d'être très accessible parce qu'on a aussi des gens qui viennent chez nous et qui viennent chez nous un peu par obligation entre guillemets parce qu'ils sont diabétiques. Donc ils se disent tiens c'est ici que je vais pouvoir aller acheter un gâteau et me faire plaisir. Après, notre population, elle est pas non plus, notre clientèle, elle est pas non plus que haut de gamme. On a vraiment de tout. On a vraiment de tout. Et c'est pour ça, et c'est ce qui fait aussi la force des Belles Envies. Nous, notre positionnement, on cherche à être dans du haut de gamme, mais quand même qui reste accessible sur certains produits. Il faut savoir qu'on a un coût de matière qui n'a rien à voir avec aussi, avec une pâtisserie traditionnelle. Donc ça, on est obligé aussi de le répercuter sur notre prix de vente. Mais c'est vrai que tout ce qui est bah, tout ce qui est sucre de coco, maltitol, les farines. On travaille avec un moulin qui est bio, donc il ne fait que des farines bio. Forcément, le coût est aussi un peu plus important. Enfin, on a vraiment des coûts de matière qui n'ont rien à voir avec une pâtisserie standard. Donc c'est pour ça qu'on est aussi obligé d'augmenter nos prix de vente. Mais je dirais qu'on est dans un entre-deux où on essaye de toucher vraiment tout le monde comme on peut, mais en même temps d'avoir un service qui reste haut de gamme avec des pâtisseries quand même assez raffinées et travaillées. Ouais. est-ce que donc il va y avoir, parce que c'est pour aller donc la question qui suit, est-ce qu'il va y avoir une stratégie de développement? Parce que moi j'ai vu dans les commentaires que des gens viennent de Belgique, des gens de différentes parties de la France, même si techniquement sur le site internet vous livrez partout. Il va y avoir des développements qui vont faire que ça va démocratiser en fin de compte cette façon de manger. Ouais. Et donc même peut-être faire, même avoir des concurrents tant qu'à faire, ça serait pas mal. C'est-à-dire que le marché grossit et qu'il y a du monde Ouais, qui est intéressé. complètement. Mm. Et comment va se faire ce développement? Alors on est en plein dedans, donc ta question tombe parfaitement puisque c'est le sujet du moment, c'est que là on est en train de développer la franchise, les Belles Envies, donc principalement sur le territoire français pour le moment, donc on est en discussion avec quelques franchisés, il doit y avoir normalement Marseille qui devrait pas tarder à ouvrir. On a une boutique qui va ouvrir aussi en Guadeloupe. Ah, très bien. D'ici la fin de l'année, on a une boutique qui ouvre en Guadeloupe. Parce qu'en fait, Paul, pour expliquer un peu la petite histoire, Paul qui travaillait avec moi au début, qui est le frère d'Alix, la fondatrice, D'accord. il est très proche de la Guadeloupe parce qu'il a passé son enfance là-bas, etc. Et donc du coup, il a voulu retourner en Guadeloupe. Et le marché aussi là-bas, il y a beaucoup de personnes qui sont diabétiques dans les Antilles, Malheureusement. donc malheureusement. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y avait aussi un marché là-bas.
Donc voilà, donc là il est là-bas en ce moment, ils sont en plein travaux de la boutique et elle devrait ouvrir si tout va bien d'ici la fin de l'année. Donc ça va arriver Ça va vite. être où en Et Guadeloupe? ça va être dans la zone de Jarry, dans la zone industrielle de Jarry. D'accord, Voilà. d'accord. Zone Voilà. très, très, très commerciale. Exactement. Donc ça c'est la super bonne nouvelle de cette année et on est en train de voilà, on essaye de trouver des franchisés. Donc on a plusieurs touches, principalement une qui est à Marseille et qui devrait se concrétiser, je pense aussi début d'année prochaine. Donc voilà, on ouvre à la franchise et la concurrence. Tu parlais de la concurrence et c'est vrai que c'est important aussi la concurrence puisque ça démocratise. Nous notre objectif c'est vraiment de démocratiser ce type de pâtisserie et de montrer aux gens que c'est tout aussi bon qu'une pâtisserie traditionnelle. Et c'est vrai qu'il commence à y avoir un peu de concurrence sur Paris. Tu as deux, trois boutiques qui font de l'index glycémique bas, qui essayent d'utiliser des matières premières plus naturelles, moins raffinées. Et c'est bien, parce que les gens commencent à entendre parler de plus en plus de ça, de ce type d'alimentation. Et c'est aussi notre objectif dans la démarche, hein. Le projet, c'est ça aussi, hein, c'est de changer les mentalités et c'est de faire comprendre aux gens qu'on peut consommer autrement. Donc donc il y a le magasin, les produits. Est-ce que il y a une stratégie plutôt donc de croissance donc par vous-même donc créer en propre et aussi donc de développer les franchises? Et est-ce que les produits, peut-être les produits phares, vont sortir du magasin pour aller dans la grande distribution ou certains magasins pour vendre que les produits à part? Donc de tout ce qui est préfabriqué, pas ce que vous faites en magasin, mais des produits type cookies ou autres qui vont sortir et avoir une vie à part que donc ce que Alors, vous produisez. ouais. Alors ça, on a des demandes de partenariat, on a des demandes d'épicerie fine qui nous demandent nos produits. Nous, après, c'est vrai que pour le moment, on est plus dans une optique de développer notre réseau. Je pense qu'en propre, il y aura pas énormément de boutiques qui vont se réouvrir en propre. Là, on est vraiment sur le modèle de la franchise classique, où en fait, on retrouvera la même gamme dans toutes les franchises, puisque nos recettes sont testées. Donc en fait, on peut pas non plus partir sur n'importe quoi. À chaque fois, chaque recette est testée, donc il faudra suivre la gamme. Mais c'est vrai qu'on a des approches de personnes qui veulent commercialiser nos produits. Alors on le fait, on travaille avec des brasseries à Paris par exemple, on travaille avec un hôtel sur Paris aussi qui revend nos pâtisseries. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, nous, l'importance pour nous, c'est de communiquer sur la marque Les Belles Envies. C'est un partenariat win-win, donc en fait nous on demande juste aux partenaires de citer la marque Les Belles Envies et voilà. Mais c'est vrai que c'est pour eux, c'est souvent un avantage en fait de commercialiser nos produits, parce qu'ils leur proposent une offre en plus qu'ils n'ont pas dans leur catalogue. Et donc oui, on vend des cookies, on fait pas mal d'événements aussi. On a des milliardises, voilà, pour des cocktails ou des choses comme ça. Ouais. On Ok, essaie de se bon, faire connaître en dehors des boutiques. c'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser, chose que... Ah si, j'ai une question, ce qui n'a rien à voir, mais est-ce que vous prenez les tickets restaurants? Ah non, on ne prend pas les tickets restaurants, pas pour le moment en tout cas. Eh oui, on m'avait posé la Non, non. question dernièrement, on dit parce que... Eh oui, parce qu'il y en a qui ont plein de tickets à dépenser qui sont restés chez Ouais, eux, je donc... sais. Je sais, ça c'est un vrai sujet sur lequel il faut qu'on s'y penche. J'avoue qu'on n'a pas encore eu le temps de trop regarder ça, mais c'est vrai qu'on a pas mal de clients qui demandent et qui nous demandent est-ce que vous prenez des tickets restaurants. Il faudrait qu'on regarde comment ça se met en place, est-ce que c'est accessible chez nous ou pas. C'est vrai que c'est une bonne question. Bah oui, c'est un chiffre d'affaires à prendre. Oui, Ouais. donc est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser, parce qu'il y avait plein de choses à dire. Est-ce qu'il y a une question sur les produits, sur le fonctionnement, sur le développement que j'ai oublié de te poser? Bah non, je pense qu'on a vu pas mal de choses déjà, hein. On a vu pas mal de choses sur la gamme, sur le développement des belles envies. Non, là je vois rien de particulier. Bon, eh ben, je mettrai donc tous les liens des deux magasins déjà, et puis après les ouvertures, on les mettra pour ceux qui veulent aller aux Antilles ou dans d'autres secteurs, vos réseaux sociaux. Et donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions, donc mettre dans les commentaires ou poser des questions pour ceux qui ont testé et qui vont témoigner donc du bonheur qu'ils ont allé vous voir et dépenser chez vous. Et puis, je te dis à très bientôt, Eric. À très bientôt, Thierry. Merci beaucoup. Merci, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc va m'aider à continuer et à pouvoir donc monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.